L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Allô, ici Vincent, Méta Vincent, hein? Je n'existe pas dans la réalité, je te le promets, je ne reviendrai pas très souvent. Si tu trouves mon quoi de neuf trop long, je m'en excuse. Si tu veux regarder dans la description, tu auras les différents moments lorsque je parle de certains jeux qui t'intéressent. Donc voilà, sinon si tu veux m'écouter au complet, c'est correct, moi j'ai bien de la misère à le faire, mais regarde-toi, si t'as pas de la misère, yay! Merci, j'apprécie. Ok, bye! Alors, mon petit poisson, j'espère que tu vas bien, parce que ici, c'est Vincent. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter mon Quad 9 Vince du mois de mars, parce qu'on s'en va dans le mois d'avril. Donc, on peut commencer avec le premier jeu que j'ai joué dans le mois de mars, c'était Tiny Epic Galaxies, qui est un genre de jeu de placement de dés. On va rouler un peu à la Yadi, donc on roule, après ça, on roule un certain nombre de dés. Le but, c'est très simple, c'est d'aller conquérir des galaxies. Puis c'est ça, les galaxies vont donner différents points. Pour être honnête, j'ai trouvé ça peu attrayant. J'ai trouvé que c'était du déjà vu. Je comprends le concept de la compagnie de vouloir faire des petits jeux dans une petite boîte et qui sont épiques. Mais je trouve pas ça épique. Bon, voilà. Ensuite de ça, dans la même journée, j'ai joué à Topiary, qui est un filler très oubliable, donc c'est très facile de se détacher. Un genre de jeu que tu as une grille, en fait, de tuiles face cachée, puis tu vas avoir des tuiles dans tes mains, puis le but, en fait, c'est que tu vas placer tes petits bonhommes selon, en fait, la ligne que tu veux respecter. Ça peut être une ligne diagonale, verticale, horizontale. Puis là, ensuite de ça, tu vas faire des points, en fait, selon qu'est-ce qu'il y a dans la ligne. J'ai trouvé ça très moyen, mettons, c'est ça, là, j'ai pas d'autre chose à dire. Le lendemain, j'ai joué à un jeu qui se nomme Exodus, qui se trouve juste là, en fait, Exodus de Proxima Centauri, ainsi que son extension qui est juste à côté, qui se nomme Edge of Extinction. C'est un jeu, en fait, qui se veut être un juste milieu entre Eclipse et Twilight Imperium. Je n'ai pas trouvé ça inintéressant. Le gros problème que j'ai eu par contre, c'est qu'à un moment donné, il y a eu quelqu'un dans la partie qui s'est concentré sur le militaire et il nous a torché solide. Il a fini sa partie avec 125 points ou quelque chose comme ça. Et nous autres, on a tout fini environ dans le 40-60 points. Et je me pose beaucoup de questions par rapport à cette situation-là. C'est un jeu qui est long aussi, environ, ça nous a pris 4-5 heures, je pense, faire la partie. Il y avait aussi une personne qui commençait vraiment à être tannée à la fin. Fait que c'est sûr que ça n'aide pas non plus à l'expérience de jeu. Mais somme toute, c'est un jeu que j'aimerais ça réessayer pour voir est-ce que ce problème-là est quelque chose de récurrent ou ça a juste été quelque chose de contextuel à notre partie. Et finalement, bon, j'ai joué plusieurs fois ce mois-ci à Rising Sun, qui est le nouveau Kickstarter de Cool Mini or Not. Ça a été le plus gros Kickstarter depuis le début de la compagnie. Donc, j'ai fait aussi un déballage critiqué. Bon, je te montre pas les mini, je te montre pas les choses en détail, je m'en excuse. C'est quelque chose que je vais améliorer dans le futur. Rising Sun, le jeu, vraiment cool, super le fun comme jeu. J'aime beaucoup en fait la tension continuelle qu'il y a entre les joueurs, le fait qu'on peut négocier, le fait qu'on peut avoir des alliances, qu'on peut briser ces alliances-là, le fait aussi que si on décide de ne pas avoir d'alliance, ben on a quand même certains avantages, somme toute. Par contre, j'ai peut-être, la grosse ambiguïté que j'ai, c'est le fait que la préparation et le rangement du jeu, c'est trop long. Et j'ai hâte qu'il y ait un insert en bois qui va sortir soit de Broken Token ou de Meeple Realty. Bref, on va voir ce qui se passe par rapport à ça. Et une autre ambiguïté, en fait, que j'ai découvert après quelques parties, en fait, j'ai découvert que, j'ai compris que le jeu, en fait, au départ, t'offre énormément de possibilités. Et c'est super intéressant, ça, en fait, de faire comme, bon, regarde, où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Mais plus que tu avances dans la partie, et malheureusement, plus que tes choix deviennent évidents, et ça devient évident aussi pour les autres joueurs, donc ils sont capables de te bloquer, en fait, le chemin, ce qui est correct, parce que, bon, c'est un jeu de négociation, puis de contrôle de territoire. Mais ça reste que tu peux pas vraiment surprendre les gens à un certain moment donné. Il y a des manières, oui, de
le faire, mais au courant de la partie, la surprise devient de moins en moins présente, et donc je pense que c'est un peu au détriment en fait du plaisir qu'on a, particulièrement quand, mettons, c'est toi qui es en avance, ben tout le monde va se concentrer sur toi en tant que tel. Puis c'est peut-être plate parce que je me dis, ben tu sais, ce serait le fun de surprendre les gens, de pouvoir aller vers une autre direction qu'ils ne s'attendaient pas. Mais malheureusement, c'est un peu difficile à faire. Il faut vraiment que tu crées tes stratégies en fonction de ça. Donc voilà. Par contre, tout le reste, selon moi, c'est génial le jeu. Vraiment, vraiment le fun. Ensuite de ça, j'ai joué à Gaia Project, hein, qui est la remasterisation, si on peut dire, de Terra Mystica. Wow! Sérieusement, là, moi je suis carrément sur le... Ben, je suis à terre. J'ai vraiment, vraiment aimé Gaia Project. Je trouve que Clans of Caledonia, je l'ai vraiment aimé cette année. J'avais vraiment, vraiment eu beaucoup de fun. Mais je trouve que Gaia Project est vraiment plus solide au niveau mécanique. Il est plus riche en tant que tel comme expérience de jeu que Clans of Caledonia. Le simple fait que, bon, la thématique est plus présente dans Gaia Project fait en sorte qu'on embarque plus dans le jeu. L'autre chose aussi, c'est que c'est vraiment facile en fait de manœuvrer puis d'aller chercher ce que tu as besoin. Mais ce qui est intéressant dans Gaia Project, c'est que tu te poses toujours la question jusqu'à quel point est-ce que cette chose-là va me permettre de faire des points. Qu'est-ce que dans le fond, est-ce que je gagne davantage à faire ça que ce que je perds immédiatement? Et j'ai vraiment apprécié le fait que les gens se sont assis et se sont dit voici les problèmes de Terra Mystica et voici comment est-ce qu'on peut potentiellement les régler dans Gaia Project. Et selon moi, ça a été super bien réussi. J'ai déjà très très hâte d'y rejouer. J'ai hâte en fait de le présenter aux différentes personnes qui sont des tripeux d'euros à la Terra Mystica. Voilà. Et dans la même soirée, j'ai joué à un jeu qui se nomme Wartime. C'est un jeu de guerre en fait, où est-ce que bon, on a une thématique très Warcraft, hein? Donc un joueur va jouer les humains, l'autre joueur va jouer les orques, et là c'est vraiment un jeu de déplacement d'unités. On va attaquer les unités des uns et des autres, il n'y a pas de dés, donc c'est vraiment tout simplement j'attaque une de tes unités, ça fait un certain nombre de points de dommage, j'enlève un certain nombre de jetons qui se tiennent en fait sur un petit standy, puis là voilà, j'enlève un certain nombre de jetons, et quand tu n'as plus de jetons, ben cette unité là est morte. Et on a des différents scénarios qu'on peut suivre. Là où est-ce que ça devient intéressant, c'est un jeu qui est en temps réel. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que tes différentes unités, tu les déplaces. Et ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas assigner un sablier. Donc, ça peut être un sablier de 30, 60 ou 90 secondes. Et tant aussi longtemps que ce sablier-là n'est pas terminé, tu peux pas déplacer ou tu peux pas attaquer ou tu peux rien faire avec cette unité-là. Et donc là, il faut que tu déplaces d'autres unités. Il faut que tu regardes aussi qu'est-ce que l'autre joueur fait, quand est-ce que ces unités en fait peuvent se déplacer ou pas. Et là, ensuite de ça, une fois qu'une de tes unités est là, ben là, tu peux attaquer l'autre joueur. Mais là, l'autre joueur a aussi l'opportunité de pouvoir t'attaquer avant que tu puisses déplacer tes trucs. C'est un peu, c'est le chaos, mais en même temps, c'est pas tant le chaos parce que c'est super le fun. C'est rafraîchissant au bout. J'ai vraiment, vraiment apprécié cette expérience-là. Vraiment, là, je serais bien partant d'y jouer. Le seul gros défaut, c'est que probablement la qualité des composantes est un peu moyenne. J'ai eu 2 sabliers de 90 secondes alors que je suis censé avoir 2 sabliers de 30 secondes. La préparation aussi entre chaque mission, chaque scénario, c'est un peu long. Il y a une grosse préparation, puis finalement, tu joues pas un 15-20 minutes gros max à cause du temps réel puis de la restriction temporelle que le jeu t'impose. Mais sinon, somme toute, écoute, moi je suis vraiment partant d'y rejouer. Je vais essayer de trouver un moyen d'organiser le jeu puis de placer les trucs vraiment de façon plus stratégique dans ma boîte. Comme ça, quand on peut sortir un scénario, ben boum, bam, boum, ça se fait, merci, bonsoir. Ensuite de ça, j'ai joué à Dominion. Et Dominion, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et sérieusement, là... c'est vraiment un très très bon deck building. Pour moi, je trouve que ça a ouvert la porte au deck building et selon moi, ça la garde encore ouverte. C'est pas un jeu qui n'est plus inactuel. C'est pas un jeu qui est démodé selon moi. Je trouve que le principe que, bon, je vais acheter des points de victoire, mais ces cartes-là
prennent l'espace dans mon deck, m'empêchent de pouvoir faire d'autres actions. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis j'avais oublié en fait ce feeling-là que j'avais eu quand j'avais joué. Ensuite de ça, j'ai joué à Heaven and Hell. Un super bon jeu de placement de tuiles. Ça ressemble un peu à Château de Bourgogne sans les dés nécessairement. C'est vraiment, vraiment bon. J'ai joué 2 parties dans le fond à 2 joueurs. J'ai trouvé que c'était super intéressant. J'ai aimé le casse-tête. C'est rapide quand même. C'est un jeu de 45 minutes. Puis il y a quand même beaucoup de stock dans cette petite boîte-là. Mais quand même grosse la boîte finalement. Mais peut-être mon questionnement ou mon plus grand doute vient au niveau de la rejouabilité. Tu sais, je me demande, est-ce qu'après un certain nombre de parties, tu te tannes? Quand un jeu, c'est la 8e game que toi tu joues, puis que l'autre en est à sa première, et finalement tu présentes le jeu, et c'est sûr et certain à 100%, non seulement que tu vas gagner, mais que tu vas gagner haut la main, il n'y a même pas de question là-dessus. Souvent, moi, ça vient un peu me chicoter. Je me dis, bah, tu sais, je veux dire, oui, je suis censé avoir un avantage, parce que c'est ma 8e partie, mais de là à gagner pour avoir 30, 40, 50 points de plus que l'autre joueur, je le sais pas. Je sais pas, mais ça reste somme toute que j'ai envie de le ressortir, puis que c'est un jeu qui, dans sa longueur, va vraiment permettre en fait de pouvoir jouer à plusieurs reprises. Bref, j'ai redécouvert un autre jeu qui se nomme Race for the Galaxy, vendu, écoute, sérieusement, là, aïe, j'avais oublié à quel point que ce jeu-là est extraordinaire. Vraiment le fun. Oui, ok, l'iconographie est un peu broche à foin. Oui, ok, maintenant, bon, hein, tu joues, pis là, tu te poses des questions au départ. Mais tu sais, après 2-3 parties, là, pour vrai, là, on oublie cette question-là, ça devient naturel. Puis, wow, cette engine building-là, tu sais, des games de 20, 25 minutes, 30 minutes, gros max, là, à 2 joueurs, là. Un jeu qui te permet d'être aussi vaste dans ta proposition de stratégie, mais au-delà de ça, qui te permet vraiment d'avoir une profondeur d'un jeu qui peut durer 2h30. Génial, pour vrai, sérieusement, là, c'est le genre de jeu qu'on peut ressortir, tu sais, entre 2 jeux, bon, on fait une game de Race for the Galaxy, ok, pas de problème, ça va prendre 20-25 minutes, merci, bonsoir, c'est fait, puis on a eu vraiment du fun, puis on est comme, hey, pour vrai, j'aimerais ça en refaire une suite, là, mais tu sais, ok, on va refaire une autre, tout le monde joue de façon simultanée, t'attends pas ton tour, c'est pas long, quoi que ce soit, c'est vraiment, c'est super rapide, puis le jeu propose continuellement des nouvelles options. Puis c'est ça qui est le fun, en fait, c'est de faire, ok, est-ce que l'opportunité qui vient de me popper d'en face, est-ce qu'elle vaut davantage la peine que ce que j'ai déjà fait? Puis c'est ça qui est... Bref, sérieusement, voilà. Tragedy Looper a été un autre jeu que j'ai joué ce mois-ci. Et, oh my god, le coup dans le califourchon que j'ai eu avec ce jeu-là. Hey, pour vrai, j'ai pas joué à Time Stories. Si t'as joué à Time Stories puis t'as pas joué à Tragedy Looper, va essayer Tragedy Looper parce que sérieusement, là, tu sais, le jeu me donne même pas envie d'aller essayer de voir c'est quoi Time Stories parce que Tragedy Looper, c'est mind-blowing, là, vraiment, là. Tu sais, je veux dire, t'es là, puis, tu sais, on a joué à 3 joueurs, il y avait une personne qui était le mastermind, et les 2 autres joueurs, bon, on essayait de découvrir c'est quoi le plan. On l'avait découvert, mais j'ai fait une erreur vraiment anodine, puis on a perdu la partie à cause de ça. Mais, tu sais, c'est génial de faire les liens puis d'essayer de voir puis que le mastermind en fait essaie de te bluffer puis essaie de dire non c'est pas ça que je suis en train de faire, c'est pas du tout ça, je t'amène dans le champ, peut-être que c'est ça finalement que peut-être que ta réflexion c'était la bonne. Bref, vraiment là j'ai capoté sur le jeu, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Voilà. Donc, on continue ensuite de ça avec un jeu des années 2000, 2001 en fait, qui a passé vraiment comme en dessous du radar, personne n'a entendu parler de ça, qui se nomme Maelstrom. Maelstrom, en fait, vient d'un jeu, un CCG. Je pense que c'était Fantasy Flight qui a fait ça, je suis pas certain. Bref, c'était un CCG, en fait, en fait, c'était des tuiles. Au lieu d'avoir des cartes à collection, c'était vraiment des tuiles, en fait, des hexagones. Et chaque hexagone que tu avais en fait une race spécifique à toi. Puis là, tu pouvais, en fait, jouer ces races-là. Et en fait, c'est super simple. C'est que
tu as des tuiles que tu vas installer en jeu, puis là, tu vas déplacer ces tuiles-là, attaquer les tuiles des autres joueurs, et chaque tuile a un effet spécial. Chaque race aussi a sa manière d'être jouée. C'est super cool. Il y a vraiment un ressenti, il y a une espèce de nostalgie du début des années 2000. Tu le sens, en fait, le côté old school un peu du jeu. Mais en même temps, sérieusement, si quelqu'un reprenait ce titre-là, ça pognerait. Ça n'a même pas de bon sens. Premièrement, au niveau graphique, design graphique, on n'aurait même pas besoin de faire quoi que ce soit parce que ça a un style dessin un peu à la Marvel, dessin, c'est ça. Donc c'est comme super-héros un petit peu. Aussi au niveau des mécaniques, c'est super fluide, tu comprends bien ce que tu as à faire, puis tout ça. Peut-être la condition de victoire serait à retravailler. Mais tu sais, somme toute, sérieusement, là, des fois c'est incroyable de voir que des jeux comme ça ont pas fait l'étoffe à un certain moment dans l'histoire du jeu de société, puis que finalement tu réalises, wow, ok, il y a vraiment il y a de quoi à faire, en fait, avec ce genre de jeu-là. Et puis, si c'était présenté aujourd'hui tel quel, ben, ce serait un hit assuré. Puis, ça l'était juste pas parce que, tu sais, contextuellement, ça l'amenait les gens à, tu sais, écoute, il y avait déjà Magic the Gathering, il y avait Pokémon à ce moment-là qui était super populaire. Il y avait aussi le CCG de Lord of the Rings. Il y avait tellement d'affaires qui sont comme arrivées en même temps dans les années 2000 qu'on a mis de côté certains autres jeux. Mais sérieusement, celui-là, si il sortait aujourd'hui qu'il y avait un Kickstarter, c'est sûr à 100% qu'il y aurait des gens qui triperaient, puis qu'il y aurait vraiment une grosse passe de cash à faire, entre guillemets. Mais tout ça pour un bénéfice ludique de tous et chacun. Voilà. Ensuite de ça, j'ai joué, en fait, j'ai étudié ma campagne de Gloomhaven. Je pense que j'ai pas parlé de ma campagne de Gloomhaven. Oui, bon, donc, Gloomhaven. J'ai commencé une campagne avec mon cousin, et on est 3, 2 des fois. Donc, voilà, c'est un jeu qui est super intéressant. Je te dirais, moi, personnellement, au niveau de la mécanique de jeu, ça peut devenir répétitif parce que c'est un dungeon crawler, puis de mission en mission, tu fais pas mal la même chose. Tu sais, ce qui rend le jeu intéressant, c'est tout l'enrobage autour de ça. Le fait que tu peux aller acheter des items au magasin, le fait que tu peux vraiment comme personnaliser ton personnage avec les cartes d'attaque, avec, dans le fond, les choix que tu fais, le fait aussi que tu as ta carte, en fait, de mission secrète, de but à long terme. Tout ça fait en sorte que le jeu est vraiment le fun, puis ça pique énormément ma curiosité. Tu sais, j'ai toujours envie de faire la prochaine partie pour faire comme, hey, tu sais, cette mission-là, où c'est que ça va nous amener, puis qu'est-ce que ça va nous donner, en fait. Donc, le jeu est super généreux, puis je pense, en fait, c'est ça qui attire beaucoup les gens, c'est que le jeu t'en donne, puis t'en donne, puis t'en donne. À chaque partie, tu reçois de quoi de nouveau, t'es toujours étonné, c'est toujours le fun d'y retourner, parce que tu le sais que ça va être gratifiant, en fait, d'y retourner, que ce soit pour juste simplement augmenter ton expérience au niveau de ton personnage, ou tout simplement pour dévoiler une nouvelle partie de l'histoire. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça en fait qui fait sa beauté à Gloomhaven. Bref. Ensuite de ça, on a Raiders of the North Sea que j'ai essayé. Moi, j'ai trouvé ça super bon. C'est un très très bon worker placement. Je dirais par contre, c'est pas ma tasse de thé, les placements d'ouvriers. C'est pas ma tasse de thé, ce genre de jeu-là. C'est pas dans mes cordes, mais je trouve que les mécaniques sont intéressantes. Le fait que, tu sais, je vais placer un ouvrier puis que je vais en refaire un autre, ça fait en sorte que, tu sais, t'en as pour ton argent. C'est-à-dire que des fois, ce que je trouve plate dans les placements d'ouvriers, c'est que, tu places un ouvrier puis après ça, merci, bonsoir. Puis là, ça te prend beaucoup de temps avant que ça revienne à ton tour. Puis là, après ça, tu vas faire une nouvelle action. Tandis que là, t'as 2 actions. Fait que là, c'est le fun parce que tu bénéficies beaucoup, en fait, de tous les différents espaces. Par contre, j'ai peut-être trouvé ça un peu trop long parce qu'on a joué en fait avec les 2 extensions, le Halls of Fame puis l'autre que je me souviens plus. Bref, j'ai trouvé ça peut-être un peu long, peut-être c'est à cause de ça, peut-être pas non plus. Mais bref, super intéressant. Je serais partant pour y jouer, il n'y aurait pas de problème. Est-ce que ça irait dans ma collection? Peut-être pas, parce que bon, c'est pas dans mes cordes comme je dis. Mais tout de même, j'ai passé un très très bon moment.
On passe ensuite de ça à, dans le fond, deux jeux que, ben c'est devenu un peu mon duo de jeux favoris entre services pendant un repas. Où, tu sais, hey, écoute, on a une grosse discussion, on peut-tu juste faire une petite pause, là. Meeple Circus, puis Decrypto. Vraiment, là, ces deux jeux-là, j'y sors à toutes les sauces. Tout le monde aime vraiment ça. C'est simple à comprendre. Meeple Circus, c'est drôle. Tu sais, c'est tout le temps le fun à voir. Les gens qui capotent, puis que, tu sais, ils font plein d'affaires. Bref, vraiment, vraiment le fun. C'est ça. Puis des cryptos, ben tu sais, c'est des cryptos, hein. C'est vraiment un très très bon jeu solide, puis qu'on joue avec le symbolisme, avec la définition. Bref, j'ai fait une critique du jeu, si ça t'intéresse, je vais mettre ça dans la description, voilà. Et finalement, il me reste deux jeux, je sais que c'est long, hein. Bref, j'ai Pulsar 2849. Qui, écoute, tout le monde capote du jeu-là, tout le monde a vraiment, vraiment beaucoup de fun, fait que j'avais hâte de l'essayer, voir qu'est-ce que c'est. J'ai pas été déçu par le jeu. Ça ressemble beaucoup à Grand Austria Hotel, les châteaux de Bourgogne, c'est du placement de dés, puis on essaye de faire bénéficier le plus possible nos dés qu'on a pris, c'est-à-dire on essaye de maximiser en fait le potentiel de ces dés-là. C'est super bien, puis j'ai que des choses positives à dire sur le jeu, mais tu sais, mon gros questionnement, c'est si j'ai déjà les deux autres jeux, Grand Austria Hotel, puis j'ai déjà Château de Bourgogne, je vois pas pourquoi est-ce que je ferais rentrer Pulsar 2849 dans ma collection. Tu sais, si j'ai le goût d'aller chercher un jeu de placement de dés, ben de placement de dés, ben tu sais, je vais aller vers Château de Bourgogne, là, tu sais, c'est pas... Puis souvent, la plupart du temps, les deux jeux que je t'ai mentionnés précédemment, je joue tout le temps à deux joueurs, fait que tu sais, au final... Tu sais, Pulsar 2849, s'il m'amène la même chose, tu sais, oui, peut-être à 3-4 joueurs, il est plus rapide, donc ça peut être un avantage en effet. Mais tu sais, si au final, ça m'amène le même feeling puis la même dynamique que Château de Bourgogne puis Grand Austria Hotel, ben tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai pas... c'est pour ça que j'ai peut-être pas été charmé. Puis mais la grosse différence, évidemment, c'est le fait qu'on se déplace, en fait, sur le plateau, avec notre petit vaisseau, puis tout ça. Et ça aussi, ça par contre, ah oui, c'est peut-être ça la critique que j'aurais le plus à faire. Moi, je me demande, en fait, jusqu'à quel point est-ce que le jeu te dit « Ah oui, c'est une salade de points, tu peux faire ce que tu veux, il y a plein de manières de gagner. » Alors qu'on donne énormément de points pour l'exploration. Je me demande, justement, est-ce que vraiment je pourrais décider de mettre l'exploration de côté complètement, puis de pouvoir me concentrer sur toutes les autres choses qui me donnent des points? Je le sais pas. Je suis un peu sceptique par rapport à ça. Ah, je sais pas. Bref. Voilà. Et pour terminer, ma grande surprise, sérieusement, là, de ce mois-ci, ça a été Fog of Love. Je l'ai vu passer l'année passée. C'est pas un jeu qui m'intéressait. C'était pas quelque chose que j'avais envie de jouer. Mais tranquillement, pas vite, certaines personnes commençaient à en parler. Tu sais, Shut Up and Sit Down ont vraiment, vraiment trippé sur le jeu. Après ça, j'ai différentes personnes qui m'ont parlé de ça. Bref, j'ai vraiment... j'étais curieux. Un moment donné, ça a piqué ma curiosité. J'ai fait comme, OK, je vais l'essayer. Je l'ai essayé avec ma femme. Puis là, évidemment, le monde dit ben là, je joue pas à ça avec ta femme parce que ça peut créer des problèmes. Non, non. Nous autres, regarde, on sait que quand on joue à un jeu pour avoir du fun. La preuve, c'est que, bon, regarde notre game de Harry Potter, la prochaine game qu'on va faire, la campagne. Moi, je vais jouer à Hermione, elle va jouer à Harry. Regarde, c'est bien correct. Et d'ailleurs, dans Fog of Love, ben, j'ai joué la femme et elle a joué le monsieur. Puis regarde, on n'a pas de problème avec ça. Prochaine game, on va peut-être jouer comme deux gars ou deux filles. Bref, ça n'a pas d'importance pour nous. Écoute, c'est tellement le fun comme jeu, c'est tellement drôle, c'est vivant, ça appelle beaucoup à l'imagination, c'est super intelligent comme jeu. Tu sais, le designer, c'est un professionnel en fait de la santé, je pense que c'est un psychologue de mémoire, bref, il a un background très 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 différent que le design de jeux de société, et ça paraît en fait parce que il amène quelque chose de, tu sais, un jeu mécaniquement relatif, tu sais, mécaniquement c'est super simple, là, c'est pas compliqué du tout. Mais, tu sais, il amène vraiment une dynamique carrément différente de tous les jeux que tu vois en arrière de moi, dans le sens où est-ce que il appelle en fait à l'imaginaire, il appelle à la créativité des gens. C'est tellement le fun parce que c'est des situations super réalistes, proches de toi,
qui vont te permettre, en fait, de vraiment vivre une relation avec quelqu'un d'autre, avec un autre joueur. Et finalement, bon, ben, tu sais, moi, je jouais une femme qui était très douce. Elle s'appelait Bethany. Bethany, en fait, était une femme très, très douce, très patiente, très spirituelle aussi, très sûre d'elle-même, dans le sens parce que, bon, elle avait pas de problème avec, avec sa relation. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben, ma femme qui joue Jack, hein, elle l'appelait Jack, Jack, un moment donné, ben, tu sais, il est là, puis il fait des décisions qui sont vraiment, vraiment... qui sortent vraiment du lot, pis c'est méchant, tu sais, à la limite. C'est très selfish, très égoïste comme décision. Puis tu sais, un moment donné, tu fais comme aïe aïe, tu sais, c'est donc ben weird. Puis c'est ça, tu fais comme c'est bien weird, genre que un personnage ait des intentions aussi égocentriques puis égoïstes que ça. Mais c'est ça le jeu. Puis finalement, à la fin de la game, ben, elle me montre en fait que c'est très, ben, elle était macho. C'était une personne qui était relaxe, puis c'est une personne qui était égoïste en effet. Fait que là, tu fais comme aïe aïe, ok, on vient de vivre une relation qui ressemble énormément à un couple qu'on connaît. Parce que ce couple-là qu'on connaît, c'est des gens de secondaire qui s'aiment beaucoup, mais que tu sais, il y a comme vraiment une relation un peu bizarre, puis qui se disent, ben tu sais, on reste ensemble parce qu'on n'a jamais rien connu d'autre, mais tu sais, on est-tu vraiment heureux? Est-ce qu'on aurait gagné à voir ailleurs? Bref, c'est fun! C'est comme, c'est crunchy un peu, tu sais, mais faut juste que tu apprennes à prendre tes distances émotionnelles, puis faire comme, tu sais, c'est juste un jeu, là, au final, là, c'est pas grave, tu sais, en tout cas, wow! Vraiment, là, Fog of Love, essayez essayez de le trouver. Vous allez être surpris, je pense. Alors voilà, c'est ce qui conclut mon truc. Hey boy, j'ai fait beaucoup de temps. Donc je vais closer ça tout de suite. Winnie n'est pas là présentement. Il te dit allô en passant. J'espère que tu t'ennuies pas trop de lui. De toute façon, il va revenir bientôt. Faites-en pas. Bref, il va pouvoir te dire allô. Alors voilà, c'était Vincent pour l'école du jeu. Et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage.